Bonjour les amis, alors je suis en compagnie d'Olivier Lafitte qui va vous expliquer en quoi il va nous aider. Professeur de mathématiques appliquées. Bonjour à tous, donc comme il vous l'a dit, je suis professeur à l'université Paris 13, Paris Nord, je suis professeur et enseignant-chercheur en mathématiques appliquées et je suis en même temps directeur d'une unité de recherche à Montréal au Canada. Donc mon but, c'est pas de résoudre le cancer, mon but c'est d'expliquer ce que moi, mathématicien appliqué et modélisateur, j'ai pu comprendre de ce qu'était le cycle cellulaire et la division cellulaire. En fait, il y a quelques petites choses que je pense avoir compris en regardant la littérature. La première chose qui est évidente pour un mathématicien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement simples et que les biologistes, les médecins et toutes les personnes travaillant dans les milieux scientifiques compliquent parce qu'ils voient toute une série de mécanismes. Mais le mathématicien, lui, il voit que tous ces mécanismes, finalement, reviennent à un très petit nombre de mécanismes. Comme en physique, il y a 4 forces fondamentales. Donc la première idée simple que je veux vous montrer, c'est quelque chose qui a un rôle primordial pour la cellule, c'est sa membrane. Parce que la membrane du cellule est l'objet qui la sépare de l'extérieur. Pour le moment, je suis en train de dire des banalités, des trivialités. Mais ça, c'est très important, parce que ça permet de comprendre pourquoi la cellule peut être plus chargée que le milieu extérieur, pourquoi elle peut être plus riche en glucose ou moins riche en glucose que le milieu extérieur, ou plus riche ou moins riche en ions. Parce que la membrane sert de frontière. Et cette membrane, c'est elle qui va permettre à la cellule de survivre dans cet environnement extérieur. Et ce n'est pas que la cellule qui associe la mitochondrie à l'intérieur de la cellule. Le noyau de la cellule eux-mêmes ont aussi cette protection par une membrane, et le cycle cellulaire est une alternance de suppression ou d'ouverture de ces membranes et de fermeture de celles-ci. Je vais commencer par vous le décrire. Par une toute petite observation. Il y a une première phase du cycle cellulaire qui est la cellule qui grossit. La cellule grossit et donc ce qu'on regarde, c'est il y a de l'eau qui rentre dedans, il y a du glucose et ce qu'on peut démontrer avec toutes les expériences qui ont été faites, c'est qu'il n'y a pas d'ion qui rentre ou qui sort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quand vous versez un sirop de grenadine. Au début, le sirop, il est rouge vif. Vous mettez 5 volumes d'eau, ça devient rouge pâle. Eh bien, les ions à l'intérieur de la cellule, une fois que la membrane ne permet aucun passage, sont exactement dans cette même situation. Donc, vous changez, rien qu'en diluant, la concentration des ions à l'intérieur de la cellule, et ça change automatiquement, sans autre effet, les potentiels à l'intérieur de la cellule, les potentiels électriques. Et à la fin, vous avez une différence de potentiel électrique entre le centre de la cellule et l'extérieur de la cellule qui devient suffisamment grande pour ouvrir ce qu'on appelle les canaux ioniques, c'est-à-dire les passages qui vont permettre aux ions de rentrer dans la cellule. Donc la première phase de la croissance cellulaire, qui s'appelle la phase G1 chez les biologistes, et qu'on peut appeler ça la phase de quiescence, parce que les choses sont calmes à l'intérieur de la cellule, c'est une phase où la cellule se dilue jusqu'à atteindre une limite. Et là, hop, on allume la lumière et les ions rentrent. Les ions rentrent, et le fait que les ions rentrent, ça va changer les conditions entre l'intérieur et l'extérieur des mitochondries. Et les mitochondries peuvent commencer à fonctionner. Donc les mitochondries commencent à fonctionner, donc elles utilisent le processus énergétique pour lequel elles sont conçues, dans lequel je ne vais pas avoir d'explication à donner, ça les biologistes le font, ont toutes les compétences pour le faire. Et comme ce processus énergétique commence, en fait ça entraîne un déséquilibre entre les ions calcium internes et externes au noyau de la cellule, ce qui va ouvrir les membranes du noyau, les membranes, parce qu'en fait il y a une double membrane, et ce qui va permettre au matériel génétique contenu dans le noyau de se déplier. De se déplier d'abord, et ensuite de se répliquer. Donc j'ai mélangé les deux étapes en une, ce qui va lancer le matériel de réplication génétique, donc
va avancer la dernière phase qui s'appelle la phase S de la division cellulaire. Et à la fin, une fois que tout le matériel génétique est dupliqué, un troisième point de la cellule qui s'appelle le centrosome, ou plutôt les centrosomes, vont se mettre en action. Et là, on peut utiliser une image très simple. Les centrosomes vont être absolument identiques, tous les deux chargés négativement, et donc deux objets chargés négativement vont se repousser jusqu'aux limites du possible, donc vont se repousser pour se retrouver chacun à une des extrémités de la cellule. Et là, le processus d'élongation, qui est ce qui va amener la division cellulaire, peut se produire. Donc voilà, donc j'ai déjà 3 des étapes. Il me manque l'étape de compréhension de la rupture de la membrane pour arriver à 2 cellules, mais ça peut se résumer à d'abord une idée électrique, c'est-à-dire que ce qui compte c'est le potentiel électrique dans la cellule et le fait que les canaux ioniques s'ouvrent. Ensuite une idée énergétique, c'est-à-dire que le moteur de la cellule qui est la mitochondrie se met à fonctionner et qu'il n'y a pas besoin d'extrêmement de mécanismes compliqués pour que le noyau s'ouvre et que les chromosomes apparaissent. Voilà donc une vision simple de quelques mécanismes connus en physique de base, électromagnétisme, énergie, qui font fonctionner la cellule. Et ça doit être simple parce que ça a quand même 3,8 milliards d'années. Donc si ce n'était pas simple, ça ne serait pas robuste et ça n'aurait pas pu résister aussi longtemps. Et maintenant, comparaison avec la cellule cancéreuse, puisque c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'on a constaté, c'était que les cellules cancéreuses, elles faisaient les choses dans le désordre. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, la cellule normale commence à grossir sans qu'il y ait des ions en plus dans le cytoplasme, ce qui permet de calmer le potentiel et donc de pouvoir faire rentrer les ions dans une deuxième phase. Il semblerait, selon les observations de concentration H+, que les cellules cancéreuses commencent à produire des ions et à les capturer, et que les mitochondries commencent à fonctionner avant que la paroi de la cellule ne laisse rentrer les ions de l'extérieur. Donc en fait, elle a commencé à faire le mécanisme énergétique avant de faire le mécanisme qui va déclencher celui-ci. Donc elle fait dans le désordre les actions, et donc finalement, les choses étant faites dans les désordres, elles sont désorganisées, et il n'y a plus le signal qui permet d'empêcher la cellule de s'arrêter de grossir à partir d'une certaine taille. Résultat, la cellule cancéreuse faisant les choses dans le désordre va faire les choses très différemment et on ne va plus pouvoir contrôler sa croissance. Voilà l'explication que j'ai compris à partir de quelques-uns des points fondamentaux. Pourquoi le mathématicien peut parler ? C'est parce qu'en fait, il connaît l'équation qui permet de calculer le potentiel. Il ne fait pas que le mesurer. Et le calcul du potentiel lui amène des prédictions. Et la prédiction est que j'observe que le potentiel transmembranaire pour une cellule normale et pour une cellule cancéreuse sont différents à la même étape du cycle, et donc que les phénomènes physico-chimiques qui vont en déduire vont être différents. Bon, j'espère que mon explication vous aura plu. I hope that it's simpler to understand than saying all that in English, but I will try to do that first. I want to say that... on va arrêter. D'accord, tu couperas. On en fait un autre en anglais. Oui. Merci les amis, alors j'espère que ça a été clair. C'est peut-être pas exactement le genre de langage que j'utilise habituellement. Il est beaucoup plus mathématicien que moi, bien évidemment. Et donc, je vous souhaite une excellente journée et à tout de suite pour les anglophones. Donc vous coupez, c'est ça, vous coupez quand même des sections entre-temps ou pas ?